Bonjour à tous. Il y a pas longtemps, avec mon colocataire Vlad, on a enregistré une chanson qui s'appelle «Différent». Je voulais revenir un petit peu sur la thématique de cette vidéo. En effet, j'aimerais développer davantage le sujet qu'on y aborde avec vous. En fait, avec Vladimir, on avait réfléchi à différentes thématiques pour notre chanson, dont la dépendance affective. Et on est finalement parti sur cette thématique parce que c'était une thématique qu'on avait tous les deux pu vivre chacun de notre côté. Mais finalement, après construction de la chanson, on s'est rendu compte que notre thématique poussait la chose un peu plus loin, car il ne s'agit pas simplement de la description d'une situation où l'une des deux personnes aurait quelque chose à travailler sur elle, soit la dépendance affective. En fait, dans notre situation, les deux personnes, autant l'homme et la femme dans ce cas, ont quelque chose à travailler et ont en fait tous les deux des caractéristiques dysfonctionnelles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des différents types d'attachements, mais c'est l'occasion de vous en parler. C'est pour moi un sujet hyper important et que la plupart des personnes ne connaissent pas. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre si on veut que nos relations affectives se portent mieux. Il y a 4 grands types d'attachements qui sont décrits dans la littérature et on serait forcément rattaché à l'un d'eux. Il y a tout d'abord l'attachement de type sécure. Il y a l'attachement de type insécure anxieux, l'attachement de type insécure évitant et l'attachement de type insécure désorganisé. Dans la chanson, on se retrouve face à une femme qui a un attachement de type insécure anxieux et un homme qui a un attachement de type insécure évitant. Dans cette vidéo, je souhaiterais davantage détailler ces deux types d'attachements-là, mais pour faire simple et afin éventuellement de pouvoir mieux vous situer dans l'un ou dans l'autre des types d'attachements, je vais dire 2 mots très brièvement concernant les 2 autres types d'attachements. Donc tout d'abord, l'attachement de type sécure. En fait, ça va être une personne qui va avoir grandi dans un environnement où ses émotions, elles étaient prises en charge ou en considération. Du coup, c'est une personne qui, durant son enfance, s'est sentie pleinement aimée, soutenue ou comprise et en sécurité sur le plan émotionnel. C'est une personne qui va, à l'âge adulte, avoir confiance aux autres et en elle-même. C'est une personne qui ne va pas avoir peur de l'amour et qui pourra exprimer ses besoins et ses émotions très facilement. Ses parents étaient pleinement disponibles et à son écoute quand elle avait besoin d'être rassurée. Elle savait qu'il y avait forcément quelqu'un qui serait là pour elle quand ça n'allait pas. Et par ce fait, ça va être une personne qui, à l'âge adulte, n'aura pas forcément de problématiques au niveau de ses relations amoureuses et qui se sentira vraiment en sécurité dans sa relation. L'attachement de type insécure désorganisé, on va dire que c'est un peu un mélange entre les 2 autres attachements de type insécure, l'insécure anxieux et l'insécure évitant. Donc tantôt la personne va prendre un comportement plutôt évitant et parfois un comportement plutôt dépendant. Bon, désolée, on m'a appelé, maintenant il fait nuit, donc changement de luminosité. Avant d'en venir à la description de l'attachement de type anxieux et de l'attachement de type évitant, j'aimerais juste préciser une chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces types d'attachements-là, on les a à l'âge adulte, mais c'est lié à ce qu'on a pu vivre durant l'enfance et l'environnement dans lequel on a grandi, et on va dire ce qu'on a ressenti face au comportement qu'ont pu avoir nos figures d'attachement. Donc nos figures d'attachement, en général, ce sont nos parents. C'est-à-dire que c'est bien et bel et bien ce qu'on a ressenti et non pas ce qui était véritablement le cas. Faut se mettre dans la peau d'un enfant qui, peut-être, face
à tel ou tel comportement de son parent peut ressentir un manque affectif ou du rejet ou de l'abandon ou autre. Ça ne veut pas dire que le parent n'aime pas son enfant ou qu'il l'abandonne ou qu'il le rejette. C'est juste que l'enfant, dans cette situation-là, le vit comme tel. Donc concernant les personnes qui ont un attachement de type insécure anxieux, ça va être des personnes qui vont être dans une forte insécurité affective, qui vont demander énormément d'attention et d'amour à leur partenaire parce qu'elles vont avoir besoin d'être rassurées constamment. En fait, pendant l'enfance, elles ont pu faire face à un parent qui était parfois présent, parfois distant, et en étant adultes, ensuite, elles ont peur d'être abandonnées car elles ont ce programme en elles-mêmes qu'elles ne peuvent pas compter tout le temps sur l'autre. Et du coup, elles vont être en permanence en recherche du moindre signe de désintérêt chez leur partenaire. Et elles vont être extrêmement sensibles à chaque détail. Ce sont des personnes qui ont vraiment peur de la solitude et qui ont besoin de beaucoup de contact et de vraiment ressentir l'amour chez leur partenaire. Ce qui fait que l'autre personne de comportement évitant est d'autant plus fuyante. Ça amplifie chez l'autre son besoin de fuir. Cette personne qui a l'attachement de type insécure anxieux ne s'aime pas pleinement et en vient parfois dans certaines situations à ne pas se respecter. Elle est prête à accepter les quelques miettes d'amour que son partenaire est bien prêt à vouloir lui donner parce qu'elle pense qu'elle ne mérite pas d'être aimée pleinement. Cette personne-là, elle va tout donner tout son amour et va aller jusqu'à s'oublier elle-même, même parfois se retrouver dans des relations avec des personnes toxiques. Mais si elle donne tout son amour, c'est en fait dans le but vraiment de qu'on lui rende l'appareil et de recevoir pleinement d'amour, puisque elle a ce manque d'amour en elle-même, elle attend de l'autre que l'autre personne vienne à combler ce manque d'amour qu'elle a en elle-même, sans véritablement en avoir conscience. C'est-à-dire qu'en fait, elle va chercher à l'extérieur un moyen de combler le manque d'amour qu'elle a à l'intérieur. Tant qu'elle n'en a pas pris conscience, elle va reprocher à l'autre de ne pas répondre à cette tâche. Mais encore une fois, il n'y a pas un bon ni un méchant dans l'histoire. Les deux ont quelque chose à travailler, les deux ont des blessures et les deux sont dans des mécanismes de réaction liés à leur programmation mentale et les deux souffrent intérieurement. Passons maintenant à la description de l'attachement de type insécure évitant. Ça va être une personne qui ne va pas être à l'aise pour établir un lien affectif ou pour se rapprocher d'une autre personne, parce que c'est une personne qui a été négligée émotionnellement durant l'enfance. Ce sont des personnes qui ont eu des parents qui étaient assez imprévisibles. Ces émotions n'étaient pas écoutées. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, c'est une personne qui se sent plus en sécurité de garder ses émotions intenses pour elle-même. Disons que les parents, ils ont conditionné l'enfant à cacher leurs émotions et leur vulnérabilité aux autres. Et du coup, maintenant, à l'état adulte, cette personne réprime ses émotions et elle a vraiment du mal à gérer l'intensité émotionnelle. Elle va avoir beaucoup de difficultés à s'exprimer émotionnellement dans leur relation avec les autres. Elles vont garder les conversations à un niveau superficiel et confortable. Elles vont vraiment fuir la proximité émotionnelle. C'est un mécanisme de défense. Elles fixent des limites qui sont excessives. Donc, elle va rester dans des relations qui restent très superficielles. Ça va être des personnes qui sont très, très indépendantes et qui peuvent mépriser les gens qui dépendent des autres. Donc, des personnes qui seraient dans le comportement peut-être d'attachement de type anxieux. En fait, ces personnes sont très indépendantes parce que durant l'enfance, on les a forcées à devenir indépendantes très tôt. Ainsi, ce sont des personnes qui vont bloquer toutes leurs émotions parce qu'elles se sentent plus en sécurité de cette façon. Et elles vont trouver vraiment la paix et la sécurité dans la solitude et elles vont chercher à fuir quand ça devient trop intense sur le plan émotionnel. Face à des parents parfois distants, ces personnes-là ont pu se sentir rejetées durant l'enfance
et cela a créé des comportements de renfermement sur soi et d'isolement. À l'âge adulte, ça crée des personnes qui ont peur d'exprimer leurs émotions. Ce sont des personnes indépendantes, distantes et qui ont souvent peur de l'engagement et qui préfèrent fuir quand ça devient trop sérieux sur le plan émotionnel. Maintenant que je vous ai décrit un peu plus en détail ces deux types d'attachements, j'aimerais faire le rapprochement de ces deux types d'attachements avec deux blessures émotionnelles qui sont étroitement liées. D'ailleurs, j'ai un peu l'impression que c'est deux noms qu'on attribue au même comportement. L'attachement de type insécure anxieux est très lié à la dépendance affective dans le couple et à la blessure émotionnelle de l'abandon, tandis que l'attachement de type insécure évitant est très lié à la blessure émotionnelle du rejet et à la dépendance, on va dire, sociale. Parce que cette personne, de peur d'être rejetée, va essayer de répondre un petit peu aux critères de la société et de se conformer. Elle devient la personne qu'on attend qu'elle soit plutôt que la personne qu'elle est réellement. Il y a Lise Bourbeau qui est auteure d'un best-seller, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle décrit donc selon elle 5 blessures qui sont très récurrentes chez les êtres humains. Il y a la blessure d'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et quand on regarde un petit peu les traits de caractère des personnes qui ont la blessure d'abandon ou la blessure du rejet, on retrouve l'attachement de type anxieux et l'attachement de type évitant respectivement. Effectivement, si on prend du coup par exemple les caractéristiques de quelqu'un qui a la blessure du rejet, ça va être des personnes qui durant l'enfance ont soit ressenti un manque de reconnaissance de la part de leur figure parentale, soit ils ont été blessés quand ils étaient eux-mêmes et du coup par ce fait ils n'osent plus être réellement eux-mêmes et exprimer pleinement leurs émotions. Ça va être des personnes qui vont avoir le sentiment de ne pas mériter d'exister. C'est vraiment, ils ont l'impression que s'ils existent ou que s'ils n'existent pas, en fait, c'est pareil. C'est des personnes qui à l'âge adulte, vont vraiment avoir la peur du rejet parce que pendant l'enfance, ils ont ressenti l'impression de ne pas être importants pour leurs parents ou de ne pas être à la hauteur et de ne pas combler les attentes du parent. Donc c'est pourquoi dans la société ensuite, ces personnes vont chercher vraiment à répondre aux critères de peur d'être rejetées. Ils vont fuir aussi de peur d'être rejetés. Ils vont vraiment se couper des personnes et des émotions. Ils ont peur d'être authentiques et ils ont peur de l'amour authentique. Parce que s'ils sont eux-mêmes, ils ont peur d'être rejetés en étant eux-mêmes, donc ils préfèrent être moins authentiques. Et s'ils se font rejeter, c'est pas grave parce que ils ne sont pas réellement eux-mêmes et ils se cachent derrière un masque. Et du coup, ils ont moins cette peur d'être rejetés pour la vraie personne qu'ils sont. Ainsi, ils vont être plus à l'aise dans des relations moins authentiques où ils mettront moins en jeu leurs émotions. Lise Bourbeau attribue un masque à chacune des 5 blessures émotionnelles et la personne qui a la blessure du rejet porterait le masque du fuyant. C'est une personne qui peut ressentir un gros manque de reconnaissance. À l'inverse, une personne qui a la blessure émotionnelle de l'abandon porte le masque du dépendant et elle, sa principale caractéristique, c'est qu'elle souffre d'un manque affectif. Elle va chercher à travers ses partenaires et ses relations à obtenir énormément d'amour et d'attention parce qu'elle a ce gros vide en elle-même qui a besoin d'être comblé. Elle est prête à accepter ce que son partenaire est bien prêt à vouloir lui donner pour les quelques petits moments où ça serait très bien, mais elle souffre énormément de l'abandon, du fait d'être laissée seule. Sa plus grande peur, c'est la solitude,
contrairement du coup à la personne qui a la blessure du rejet, qui elle, est très indépendante et presque recherche cette solitude. Et c'est pourquoi la confrontation des deux types de blessures ou des deux types de comportements d'attachement est très dure à gérer, et compliquée et peut faire énormément souffrir. J'imagine qu'il est peut-être plus simple pour une personne de concevoir qu'elle a peut-être un comportement dysfonctionnel si on lui dit il y a 4 types d'attachement, tu es forcément dans l'un de ces 4 types d'attachement. Elle pourra plus facilement se dire ah bah du coup je suis peut-être dans un type d'attachement de type insécure, plutôt que si on lui dit bah il existe des blessures émotionnelles, peut-être que t'en as une. Je pense qu'on aura plus tendance à dire ouais non moi je dois pas avoir de blessures émotionnelles, alors que si on dit il y a 4 types d'attachement, t'es forcément dans un, bah au moins ça force la personne à déjà se catégoriser, on va dire, et peut-être plus facilement identifier le problème. Mais pour moi, tout le monde a des blessures émotionnelles, c'est-à-dire que on n'est pas forcément obligé d'en avoir une seule, on peut en avoir plusieurs, on peut avoir un petit peu de chacune des 5 blessures, ou alors on peut avoir une grosse blessure émotionnelle et peut-être un tout petit peu des autres, ou presque pas des autres. C'est à différents degrés, c'est pour ça que c'est parfois moins facile de s'en rendre compte. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en fait, ça arrive durant l'enfance. Les neurosciences vont distinguer le conscient, le subconscient et l'inconscient. Je me suis souvent demandé quelle était la différence entre l'inconscient et le subconscient. En fait, l'inconscient, pour simplifier un peu la chose, on va dire que c'est un peu tout ce qui est inné, alors que le subconscient, c'est plus ce qui est acquis. Et de cette façon, dans l'inconscient, ça va être beaucoup tout ce qui est personnalité profonde, alors que le subconscient, pour moi, c'est tous les programmes. C'est-à-dire que je compare souvent notre cerveau un peu à un ordinateur. Il y a plein de programmes dedans. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a, mais ça donne un résultat total. Et durant notre enfance, à tous, notre enfance, notre adolescence et même avant cela, avant qu'on naisse dans le ventre de notre mère, on commence déjà à développer des programmes. Donc pour moi, on a tous des bons et des mauvais programmes. Par exemple, on va tous avoir confiance en nous sur certains aspects de la vie et d'autres aspects sur lesquels on n'aura pas confiance. C'est-à-dire que personne n'a confiance en soi de manière totale sur tous les aspects de la vie. J'aurais envie de décomposer la confiance en soi en plein de sous-parties. Peut-être que tu as une confiance en toi quand il s'agit de t'exprimer à l'oral, mais s'il s'agit de danser sur la piste de danse, là, ça sera pas du tout ton truc. Peut-être que tu as une confiance en toi sportive, mais pas musicale. Peut-être que tu as une confiance en toi dans certains sports, mais pas dans tous. Voilà, c'est très large. J'ai envie de dire, il y a des bons programmes, mais on a tous rencontré une personne, on se dit, mais elle réussit tout ce qu'elle entreprend, comment elle fait, je pense que c'est une personne qui a de bons programmes à ce niveau-là. Et on a tous des blessures. On a tous, on va dire, des traumatismes, des choses qui nous ont affectés, blessés durant notre vie, et qui fait que on a les comportements réactionnels qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'un traumatisme, ça ne va pas être forcément un événement traumatisant que tu as vécu à un moment qui a fait que maintenant tu as des peurs ou quelque chose lié à ça. Ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'en fait, les traumatismes, et je pense que peu de personnes le savent, ça peut se créer à cause du cumul de tout un tas de petits événements à répétition. C'est-à-dire qu'un jour, on m'a dit, avoir un parent autoritaire, c'est pas forcément un événement traumatisant, mais c'est le cumul qui fait que ça devient traumatisant. Et combien d'entre nous ont eu au moins un de leurs parents qui était autoritaire? Je vous invite à vous poser la question. Et les blessures émotionnelles, donc là dans notre cas de l'abandon, du rejet, en fait c'est pareil, c'est-à-dire que ça peut être le cumul de tout un tas de petits événements où l'enfant a ressenti, il a ressenti vraiment, je dis bien c'est le ressenti de l'enfant, il a ressenti de l'abandon ou du rejet qui font que ça a créé cette blessure.
C'est-à-dire que moi, la première, avant de vraiment savoir de quoi il s'agissait, ces blessures émotionnelles-là, j'aurais entendu parler de la blessure émotionnelle de l'abandon. Je me serais dit, ouais, c'est pas moi parce que je pense que ça concerne des personnes qui se sont fait abandonner. Ou alors au moins des personnes qui ont vu un de leurs parents partir durant l'enfance. Mais en fait, c'est pas forcément ça. Et ça peut se développer de manière bien plus subtile et ça touche bien plus de personnes que ce qu'on imagine. Déjà, par rapport au type d'attachement, il paraîtrait qu'il y ait 50% des personnes qui sont dans le type d'attachement sécure, c'est-à-dire qu'il y aurait l'autre moitié des personnes de la population qui seraient dans un type d'attachement insécure. Et cela peut d'ailleurs expliquer pourquoi il y a tant de problèmes de couple et pourquoi les couples ne tiennent pas sur la durée et aussi pourquoi les personnes ont l'impression de vivre souvent des schémas répétitifs et de jamais être contentées à ces niveaux-là. J'ai envie de vous donner des exemples de comment des petits événements subtils pourraient créer des blessures émotionnelles chez l'enfant. Par exemple, pour la blessure émotionnelle de l'abandon, un enfant qui, par exemple, vient voir son père et lui demande est-ce que je peux faire ça, papa? Et que le père, il répond à l'enfant oh, je sais pas, vois avec ta mère. L'enfant, il peut très bien vivre ça comme un abandon. Autre exemple, par exemple, la personne qui a la blessure de l'abandon est l'aîné de la famille, et là, il y a le deuxième enfant qui arrive. Et tout de suite, cette personne qui avait toute l'attention centrée sur elle peut ressentir cet abandon par le fait que son parent maintenant n'a plus toute l'attention sur elle et elle seule. J'ai un autre exemple qui est un exemple de ma propre vie. J'ai eu énormément de chance que ma mère, durant mon enfance, m'inscrive à énormément d'activités extrascolaires. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais effectivement, c'est ma mère qui m'a inscrite à ces activités. Et un jour, mon père, il a voulu en faire de même. Enfin, il s'est dit, tiens, si ma fille faisait du karaté. Je ne sais plus si c'était du karaté ou du judo. Mais du coup, mon père avait pris cette initiative. Et il m'avait emmenée à la séance d'essai. Il m'avait dit, ah, Camille, on fait une séance d'essai. Et, si ça te plaît, je t'inscrirai. Donc, du coup, il m'a emmenée à la séance d'essai. J'ai fait la séance d'essai. Ça m'a plu. Du coup, il m'a dit, ah bon, comme ça t'a plu, on va t'inscrire. Et puis, finalement, je sais pas, il en a parlé à ma mère, il a dit, ah je vais l'inscrire au karaté. Ma mère, elle a dit, oh non, le karaté, c'est pour les garçons, tu l'inscris pas. Et du coup, mon père, face à ça, peut-être pour éviter un conflit ou autre, il ne m'a pas inscrit. Et moi, en tant qu'enfant, je pense que je n'ai pas compris. Il y a vraiment eu de l'incompréhension. Ah, pourquoi j'ai pas compris? Il m'avait dit que si ça me plaisait, il m'inscrirait. Et parce que maman a dit non, on le fait pas. Et je me dis, c'est peut-être un exemple de situation où j'ai pu vivre, ressentir de l'abandon. Autre exemple, mon père, quand on était pareil enfant, un jour, il s'était dit je vais offrir à mes filles un pistolet à plomb. Bon, voilà. Mon père faisait du tir loisir. Et de temps en temps, il nous emmenait dans la cave, on tirait au pistolet avec des vrais pistolets. Un jour, il s'est dit je vais offrir à mes filles un pistolet à plomb. Il nous a acheté un pistolet à plomb pour notre anniversaire. Et ma mère, quand elle a vu ça, elle a dit oh, c'était un cadeau qui lui faisait plaisir à lui, le pistolet, c'est pour les garçons. Et du coup, face à ça, finalement, on n'a jamais utilisé ce pistolet. Et j'ai pas compris parce que moi, en fait, en soi, au fond de moi, ce cadeau-là, il me faisait plaisir. C'était pas un cadeau que je me disais, c'est mon père qui se fait plaisir. Non, ça me faisait plaisir aussi. Et finalement, on l'a jamais utilisé parce que ma mère l'a dit, gna. Et peut-être que face à ça, j'ai ressenti peut-être un abandon de la part de mon père.
Tout ça pour vous dire que ça peut être vraiment des petits événements subtils. Les parents, ils ont même pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire ressentir à leur enfant. Et l'enfant non plus n'en a pas forcément conscience. Et c'est vraiment le cumul tout au long de son enfance-adolescence de revivre et revivre ce même genre de petits événements qui fait que peut-être la personne développe une blessure émotionnelle ou un attachement de type insécure. Et pour en revenir à ça, il y a énormément de couples où on retrouve quelqu'un qui a l'attachement de type insécure, anxieux, et quelqu'un qui a l'attachement de type insécure, évitant, parce que les deux s'attirent et cette relation réveille leurs blessures profondes. Sans prise de conscience, la vie nous amène à revivre la blessure de notre enfance. C'est pourquoi on vit souvent des schémas répétitifs. Là, dans cette relation, on a un peu l'impression que l'un en veut trop et l'autre pas assez. Et c'est pourquoi, en fait, il est réellement important d'en prendre conscience, parce que tant qu'on n'en prendra pas conscience, ça réglera pas le problème. J'adore cette citation d'un film de Cédric Klapisch. C'est une psychologue qui dit: il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir résoudre le problème, mais en même temps, il est indispensable d'avoir compris le problème pour pouvoir le résoudre. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que, en fait, la première étape pour pouvoir envisager une guérison, c'est vraiment la prise de conscience. La prise de conscience ne suffira pas à régler le problème. Ensuite, il faut agir en conséquence pour essayer de guérir. Mais en même temps, c'est indispensable. C'est vraiment la première étape. Et j'espère ainsi que ma vidéo vous aidera réellement dans ce sens. N'hésitez pas à aller écouter ou réécouter la chanson justement sur laquelle on aborde la thématique. Donc elle s'appelle Différent, elle est sur ma chaîne YouTube. Voilà, peut-être que vous la comprendrez mieux maintenant que vous avez eu l'explication un peu plus en détail. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!